Bonjour tout le monde, Kevin Minier. Je suis aujourd'hui accompagné de Rose Marois, Joey Simard et Mathieu Gagnon de l'équipe du club Rock ETS. Donc, bienvenue au Data Driven Supply Chain Podcast. Pour débuter, je vais vous permettre de vous introduire. Donc, peut-être en débutant par Rose, expliquer qui est-ce que tu es, qu'est-ce que tu fais, et on va par la suite passer avec Mathieu et puis Joey. Moi, je m'appelle Rose Marois. Je suis étudiante en génie des opérations et de la logistique à l'ETS. Puis, je suis également capitaine du Club Rockets depuis maintenant 2 ans. Donc, je m'occupe beaucoup de la logistique dans l'équipe. Je m'assure que les membres se portent bien. Je m'assure que le projet avance bien. Puis, j'organise les compétitions puis les relations avec l'école. Parfait, merci Rose. Moi, comme tu as mentionné, Mathieu Gagnon, je suis ingénieur électrique. Je suis le gestionnaire de projet chez Rockets. Donc, c'est ma 4e année parmi Rockets. Donc, moi, mon rôle, c'est vraiment tout ce qui est gestion de projet, s'assurer l'avancement, puis juste s'assurer qu'on sort une fusée chaque année pour les compétitions, puis que tous les départements se parlent pour bien réussir. Oui. Salut tout le monde, moi c'est Joey Simard. Je suis finissant en génie mécanique à l'ETS. Je suis aussi, c'est ma 3e année. J'entame ma 4e année dans le club maintenant. Puis mon rôle dans l'équipe, je suis spécialiste technique, ce qui fait en sorte que je m'occupe de pas mal tout le côté fabrication, tout ce qui est vraiment technique, c'est-à-dire les dessins d'assemblage, tout ce qui est modélisation 3D, gestion avec les fournisseurs, etc. C'est pas ça mon rôle dans l'équipe. Super, c'est super le fun de voir autant d'expérience autour de la table là, au niveau expertise et ingénierie. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Merci encore une fois d'avoir pris le temps. Toujours une question là, qui me vient en tête quand je discute avec des gens en général, c'est de comprendre qu'est-ce qui les a amenés un peu à se lancer dans un domaine spécifique. Vous êtes les 3 dans le domaine d'ingénierie, les 3 dans un club qui est Rock ETS. Peut-être savoir qu'est-ce qui vous a amené, premièrement, à dire, moi, plus tard, je vais être ingénieur, je vais être dans un domaine qui est technique, concevoir des nouvelles choses, faire de la recherche et développement. Qu'est-ce qui vous a amené vers ça? Si, mettons, je peux commencer. En fait, l'ingénierie, moi, ça m'a toujours passionné. Dès mon entrée au cégep, quand j'étais au secondaire, je voulais rentrer au cégep d'un programme de génie. Parce que je trouvais ça intéressant, la façon que les trucs, comment on pouvait les fabriquer, les différents procédés de fab, comment ça fonctionne. Donc, je me suis inscrit en génie mécanique au cégep de Jonquière. J'ai gradué en 2019. Puis après ça, là, c'était sûr que je voulais continuer par après. J'étais curieux. Je voulais savoir encore plus comment les choses étaient fabriquées, comment les choses étaient faites, puis comment le monde fonctionne. Fait que je me suis inscrit en génie mécanique à l'ETS. Là, ça a été tout naturel pour moi. Fait que je suis arrivé à Montréal en 2019. Puis là, je finis mon bac. Puis bientôt ingénieur, ça s'en vient. J'ai vraiment hâte, mais c'est ça. C'est une passion qui est petite depuis que je suis jeune, là, avec les Legos. Ça commence tout le temps par là. Oui, par les Legos, OK. Ah oui, vraiment, quand j'étais jeune, là, comme souvent, beaucoup de gens en mécanique sont là, ouais, leur passion là, pour la mécanique, puis comment ça fonctionne. C'est souvent les Legos ou les Technics aussi. Il y avait ça aussi qui les réalisait à une certaine époque. Fait que c'est ça. Voilà. Un peu comme Joey, moi, quand j'étais jeune, j'étais toujours intéressé par comment les trucs fonctionnaient. Fait que juste de désassembler des affaires, de comprendre le mécanique qui se passait en arrière. C'est surtout, moi, mon background, c'est plus en électrique. Mon père, il étudiait là-dedans. Fait que quand j'étais jeune, on faisait beaucoup de petits projets de comme faire des lumières, des trucs comme ça, où genre désassembler des trucs puis juste comprendre l'électronique derrière ça. Fait que quand j'ai rentré après le secondaire, je savais vraiment que je voulais m'aligner vers ce domaine-là. Fait que j'ai fait, chez Vanier College, j'ai fait un DEP en Computer Engineering System. Puis là, je n'étais pas sûr d'aller à l'université après, si c'était un choix que j'ai pris un peu dans ma dernière année de cégep. Mais j'ai découvert le Club Rockets, puis c'est vraiment une des grosses raisons que j'ai décidé d'aller à l'université. J'avais appliqué à l'ETS pour cette raison-là. Et c'est vraiment la raison que j'ai comme choisi de faire mon 4 ans de bac qui est maintenant devenu plus 5 là, à cause du club. Ouais. Mais c'est à cause de ça. Puis là, même maintenant, je réfléchis à faire une maîtrise potentiellement pour rester plus longtemps. Fait, j'étais vraiment juste passionné puis curieux d'apprendre. Puis c'est ça. Ben, c'est intéressant. Puis juste avant que tu puisses y aller, peut-être Rose, c'est
C'est un bon point, justement, peut-être que le Rockets pourrait mesurer avec l'ETS si le club est performant, si c'est intéressant pour les participants. Si tu fais un an de plus d'université pour le club, je pense que c'est un bon KPI à mesurer là, que le club est efficace. Ah, ouais, il y en a beaucoup qui font plus qu'un bac dans le club juste pour rester plus longtemps. Il y en a qui vont jusqu'au doctorat même, juste parce qu'ils ne peuvent pas se voir, ils peuvent pas voir leur vie sans le club. Moi, c'est un petit peu similaire là, au gars. Moi, mon père a toujours travaillé en aérospatial, donc ça a toujours été un milieu qui me fascinait un petit peu. Tu sais, j'étais comme, oh, tu sais, qu'est-ce que mon père il fait? J'ai toujours joué avec des Legos quand j'étais jeune. Je jouais pas avec des Barbies, moi, je jouais avec des Legos, je fabriquais des choses. J'écoutais l'émission Comment c'est fait. J'écoutais ça à chaque semaine. Donc, c'est vraiment ça qui m'a inspirée puis à vouloir comprendre le monde qui m'entourait. Puis moi, je suis allée à l'École nationale d'aérotechnique en génie aérospatial. Puis c'est vraiment là que ma passion pour l'aérospatiale a commencé. Puis ensuite, à l'université, je voulais pas trop aller en génie mécanique, je savais pas trop ce que je voulais faire. Fait que finalement, je suis allée en génie des opérations et de la logistique parce que je voulais faire plus de la gestion. Puis le Club Rocket, c'est vraiment arrivé à un bon moment dans ma vie parce que c'est un moment où j'étais un petit peu perdue, j'avais pas beaucoup d'amis à l'université. Puis je suis rentrée dans le club, puis je me suis fait des amis pour la vie. Puis maintenant, on tripe ensemble à tous les jours à faire nos fusées puis à voyager. Donc, c'est vraiment une belle expérience. Ah, ben c'est super intéressant. Merci à tous pour l'introduction. Je vois un peu des thématiques qui reviennent, tu sais, beaucoup la curiosité de vouloir l'essayer, tu sais, de faire un peu l'essai de nos mains, tu sais, comme bâtir des Legos, par exemple, ben, de travailler, genre bâtir des sets de lumière, exemple, avec ton père, Mathieu. Fait que ceux qui écoutent, si vous avez des traits, qui sont curieux, vous voulez essayer avec vos mains, si vos enfants font ça, peut-être que vous avez des futurs ingénieurs là, avec vous. C'est super intéressant. Puis, peut-être pour débuter, on a mentionné un petit peu le Club Rockets depuis le début là, du podcast. J'imagine que certaines personnes sont peut-être déjà allées sur Google voir c'était quoi le Club Rockets. Mais est-ce que vous pouvez m'expliquer en peut-être une minute qu'est-ce que le Club Rockets? En fond, le Club Rocket, c'est le club de fusée-sonde à haute puissance de l'École de technologie supérieure. Puis c'est ça, on lance des fusées à différentes altitudes. Puis dans les fusées, il y a une expérience scientifique qui est dans un format de payload, qui est un format CubeSat, qui est un format standard de satellite. Donc, c'est ça, on développe les technologies de propulsion. On est en train de développer notre propre moteur hybride, mais aussi toutes les méthodes de fabrication pour le composite, pour avoir un fuselage assez solide, pour résister aux forces qui sont appliquées avec le moteur. Donc, c'est toutes des simulations, des petits ajustements qui font que ta fusée, est-ce qu'elle va survivre ou non, tu sais. Donc, c'est vraiment méticuleux comme travail. On fait la conception, la fabrication, on fait la peinture nous-mêmes, on fait absolument tout nous-mêmes. Donc, c'est vraiment stimulant, puis ça nous permet d'essayer plein de choses en aérospatiale. OK, je comprends. Fait que vous êtes vraiment un peu, si on veut, le one-stop shop qui va fabriquer une fusée. Fait que vous allez partir du début, des balbutiements à penser, bon, OK, on fait une fusée, on le sait, maintenant, comment ça se bâtit? C'est quoi les étapes pour y arriver? Puis finalement, bon, l'assemblage, les tests et tout ça. On va pouvoir y revenir un peu plus tard là, dans le détail. Mais on sait là, à vous avoir avec nous aujourd'hui que vous avez lancé là, plus d'une fusée dans l'histoire du club là, dans les airs. Combien de personnes ça va prendre pour arriver à ça? Vous êtes combien dans l'équipe en temps réel là, à chaque cohorte ou à chaque année? Dans l'équipe, on est environ une quarantaine de personnes. Je dirais qu'il y a plus comme 25-30 personnes qui sont là plus fréquemment. Il y a des gens qui gravitent autour, puis c'est ça, il y a des gens qui sont vraiment plus impliqués, il y en a d'autres qui gravitent plus autour, mais souvent, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir un élément déclencheur, soit qu'on va amener les gens en compétition, ou peu importe, on va leur offrir une opportunité, puis c'est là que ça va débloquer, puis que là, ils vont s'investir à 100 000 % dans le club, puis qu'ils vont se mettre à triper. Donc, c'est ça qu'on aime voir. On aime ça voir les gens évoluer dans notre club, mais aussi comme se développer une passion, puis essayer des nouvelles choses. OK. Vas-y, Mathieu. Un peu à ça. C'est ça, comme cette année, il y a une couple de semaines, on est parti en compé, fait qu'on était 15 à aller en compé. C'est ça, les 15 ont comme un rôle qui est dédié à la fusée ou l'assemblage de la fusée. Puis après ça, à travers ça, on peut former des nouveaux membres. Puis c'est ça, le nombre de membres dans le club a changé beaucoup avec le temps. Je sais qu'à moi et Joey, on avait entré, on était comme une dizaine ou moins qu'une dizaine. Puis là, avec la COVID, il y a eu évidemment de la misère avec le recrutement. Puis là, on a vraiment repris en force. Puis là, je pense qu'on est comme vraiment un des plus gros cohortes, comme tu as mentionné, de l'histoire de Rockets. Puis on a vraiment un bon noyau avec tout qu'on a bâti puis les expériences qu'on a prises. Fait que c'est vraiment cool à voir. Ah, ben je suis content pour vous que ça ait pu reprendre une bonne courbe là, au niveau de la quantité un peu d'individus dans l'équipe. Comment vous faites, si on veut, je pose la question peut-être, là, Joey, mettons, au niveau
partage, travail, peut-être travail sur le site, travail, études. En fait, comment vous faites pour combiner entre l'école, Rocket, peut-être le travail que vous avez les fins de semaine, là, comme beaucoup d'étudiants? Là? Ouais. En fait, ben, c'est une bonne question d'ailleurs. En fait, pour la conciliation plus études avec le club, c'est surtout une question de priorité, je pense. Moi, en tout cas, dans ma vie, tu sais, moi, j'ai pas de travail à temps partiel pour le moment, en fait, parce qu'on a la chance d'avoir des stages rémunérés, nous autres, à l'ETS. Fait qu'au moins, on est capable de s'arranger au niveau financier là, avec les stages. Mais ce qui nous donne aussi l'opportunité de s'investir dans le club, parce que oui, les études en génie, c'est exigeant. Notre emploi du temps est vraiment chargé. Mais le club, ça a été en tout cas une façon pour moi de rester accroché vraiment à l'école parce que, tu sais, des fois, c'est facile, surtout avec la COVID. On n'a pas été chanceux. Nous autres, on était dans le plein milieu de notre bac. La COVID a frappé. Puis, fait que en tout cas, moi, pour ma part, ma motivation, elle a vraiment diminué. Puis, le fait d'être dans le Club Rockets, ben, tu sais, on était tous là-dedans ensemble. Fait que ça nous a permis vraiment, ben, en tout cas, moi, ça m'a permis de vraiment garder ma motivation et être capable de concilier mes deux passions, qui étaient le génie mécanique avec l'aérospatial, ce qu'on fait dans les fusées. Aussi, tu sais, on n'est pas obligé d'être tout le temps, de prendre tout le temps le maximum de cours par session. Tu sais, on peut en prendre un peu moins puis faire de la place pour le club. Parce qu'au final, c'est vraiment une expérience pertinente, en fait, au final, pour développer notre carrière. Oui, ça fait un. Oh, vas-y, Mathieu. Ben, un autre point avec ce que Joey disait, je pense aussi à un autre aspect de Rocket, c'est quand on est comme vraiment, on s'entraide beaucoup. Fait que vu qu'on a comme des étudiants qui sont comme de première session jusqu'à comme, tu sais, des graduants, souvent on va s'entraider aussi. Il y a des personnes, tu sais, qui ont déjà fait un certain cours, qui vont donner de l'aide à d'autres qui ont fait tu sais, qui font le cours, qui ont peut-être la difficulté. Fait que dans cet aspect-là aussi, on s'entraide de genre, tu sais, on comprend l'implication que, tu sais, des fois, ça peut rendre ça difficile de suivre tous tes cours, puis de bien réussir, puis de faire les clubs. Fait qu'on essaie d'aider, ou comme, tu sais, si tu as besoin d'étudier pour un cours, on viendra t'aider, ou, tu sais, les personnes qui ont déjà fait le cours viendront t'aider. Je comprends. Ça rajoute à ça aussi. Oui, ça, un peu comme Rose le disait, ça permet, de rencontrer des nouvelles personnes, mais aussi d'avoir, comme tu dis, de tous les cycles différents, d'être capable d'avoir de l'aide, puis ces personnes-là que tu rencontres peuvent devenir une aide super importante, surtout dans un programme qui est assez demandant, comme tu le disais, Joey. Joey, tu as terminé ton point tantôt en disant que ça peut aider au niveau de la carrière professionnelle par la suite. Ça m'intrigue beaucoup. Tu sais, je peux l'imaginer un peu que vous êtes dans toutes les étapes de fabrication, de conception, comme dit fabrication. Il y a souvent du financement qui est une question qui va venir, mais j'imagine que les entreprises, ensuite, par exemple en aérospatial, regardent votre CV et voient que vous avez fait toutes, mettons, les 4 dernières années dans le club ou les 5 dernières années dans le club. C'est un plus, j'imagine, ou je me trompe? Complètement. En fait, c'est surtout, tu sais, comme je disais tantôt, à l'ETS, on a des stages à faire. Puis, toutes les entrevues que j'ai passées avec des employeurs, ils étaient comme, ah ouais, t'es dans le Club Rocket, c'est quoi que tu fais? C'est quoi? Là, j'explique un peu c'est quoi qu'on fait, on lance des fusées. Ah ouais, puis là, ils parlent des expériences, c'est qu'on a là-dedans. C'est vraiment, ça nous démarque sur le marché du travail, vraiment, parce que on a de l'expérience, c'est pas n'importe quoi, là, on lance quand même des fusées à assez haute altitude. Là. On ne fait pas des petits pots de yogourt, malgré que je ne veux pas sous-estimer l'ingénierie des pots de yogourt. Mais tu comprends ce que je veux dire? Genre, vraiment, on a l'opportunité de se développer des compétences que autrement on ne pourrait pas se développer ailleurs que dans un club étudiant. Là. Surtout l'effervescence ici de tous les clubs. Je parle pour le mien, mais il y a plus de 30 clubs étudiants à l'ETS. C'est tout vraiment des environnements dynamiques. On s'entraide. Puis les gens, c'est vraiment des passionnés. Les compagnies recherchent vraiment ça parce qu'ils savent qu'on est capable de travailler sous pression. On a passé des nuits blanches à essayer de faire marcher l'avionique pour pouvoir lancer la fusée. On est capable de travailler en équipe parce que on n'a pas le choix de travailler ensemble. Il n'y a pas une personne qui peut faire une fusée. Donc, ils voient vraiment qu'on a des qualités qu'on développe seulement dans les clubs étudiants à avoir des projets comme ça. C'est vraiment le fun. Les compagnies nous recherchent parce que, juste pour donner un exemple, je suis en stage en ce moment dans une compagnie en aérospatiale. Puis, ils recherchent beaucoup de nouveaux talents, des ingénieurs sont toujours en recrutement. Et là, je dis, moi, j'en connais des ingénieurs super compétents qui finissent leur bac. Là. Donc, j'ai pu référer 2 personnes. Joey a eu une entrevue cette semaine, puis j'ai un autre de nos amis, Marco, qui a été engagé en
en génie logiciel. Donc, tu sais, on s'entraide là-dedans. Puis, moi, je me trouve vraiment inspirant. Je me dis, on est le futur de l'aérospatial. Puis surtout du spatial, parce qu'on est beaucoup à vouloir développer le domaine spatial au Canada. Donc, je me dis juste, c'est en pleine effervescence, puis ça va être nous. Ça va être nous qui vont faire ces changements-là. Donc, ça me donne beaucoup d'espoir, beaucoup de fierté. C'est cool souvent aussi quand tu rentres en entrevue ou tu contactes des compagnies, des fois tu trouves même des anciens membres de club. Ça nous est arrivé, on parlait avec des commanditaires de club, puis il y a un ancien du club qui travaille là qui est comme Ah, je me rappelle de mon temps avec Rockets ou moi j'ai fait un stage, mon dernier stage à l'ETS, j'ai pris, c'était avec le fondateur de Rockets qui était mon boss. Puis là, j'ai continué là, temps partiel, puis là, je travaille là actuellement. Mais c'est ça, même juste d'avoir des contacts dans l'industrie, c'est toujours cool d'avoir un réseau alentour du club. Même si c'est même pas à l'ETS, mais juste les autres clubs, on est comme plusieurs à Montréal. Fait que juste d'avoir ces connexions-là, ça peut aussi aider d'avoir une entrée à une certaine place pour trouver un emploi futur. Oui, c'est ça. C'est un beau mix entre autant que vous développez des expertises, des compétences, des hard skills, là, vous bâtissez une fusée, que vous développez aussi un peu des soft skills au niveau d'aller, toute la partie d'aller chercher des commanditaires, d'aller vendre un peu le club, je veux dire, c'est toute la belle, puis le bâtir aussi les contacts que vous faites à travers l'expérience, à travers les années, et puis tout ça. Vraiment super intéressant. Puis partager un peu ton point, Rose, c'est inspirant, je trouve aussi. Là, je l'ai parlé, j'ai le goût de prendre un cours de 4 ans d'université, faire un bac à l'ETS. Peut-être que si on parle un peu niveau là, technique, on parle qu'on lance des fusées. J'imagine que ce n'est pas tout le monde qui vont écouter qui ont déjà soit pris part au club Rockets ou qui participent à bâtir une fusée en ce moment. Vous, de votre côté, c'est quoi le véhicule que vous construisez? C'est quoi peut-être les dimensions? Ça ressemble à quoi, si on veut, là, la puissance de cette fusée-là? Peut-être des statistiques un peu autour, là, des chiffres autour de qu'est-ce que vous faites? Dans le fond, la fusée qu'on a lancée s'appelle Sekinet. C'était une fusée de 6,4 pouces de diamètre. Elle était environ 12 à 13 pieds de long, juste pour te donner une idée. Dans le fond, elle était propulsée par le moteur commercial solide le plus puissant, donc qui est de 40 000 newtons. Donc, c'est environ, ça brûle pour 5 secondes, fait que c'est 8 000 newtons par seconde, qui est quand même très puissant. Donc, c'est super impressionnant à voir. Puis c'est ça, la fusée a fait environ 1,6 G de Mach. Là, elle fait proche de 16 G d'accélération. Donc, c'est quand même très rapide. Puis super impressionnant de voir déclencher ça. Ça accélère super rapidement. Puis tu fermes tes yeux, puis elle est déjà partie. Là, donc, c'est assez cool. Puis c'est ça. Je pense pas qu'on a mentionné non plus, mais c'est ça, elle a fait 30 000 pieds d'altitude. Donc, pour les personnes qui ne sont pas familiers, c'est environ la même hauteur qu'un avion de ligne. Fait que, on lance ça, ça prend 5 secondes pour le moteur, puis là, c'est environ 40 secondes, puis elle se rend à 30 000 pieds. Donc, c'est un peu le chiffre de cette fusée. C'est fascinant. On peut un peu terminer le sujet avec ça, mais félicitations quand même là, en avance déjà. Puis, si je ne me trompe pas, c'est même 30 884 pieds, là, si on va jusqu'en le détail près. Félicitations pour vrai. Puis, ceux qui ne veulent pas entendre, allez voir leurs vidéos sur leur page LinkedIn, Facebook et tout. C'est assez impressionnant. Puis, vraiment le fun de savoir, là, celle avec le téléphone cellulaire qui est très naturel. J'ai adoré. Là. On voit que l'excitation est dans la place, puis je vous comprends. Comment, tu sais, vous avez bâti là, une fusée qui a ces specs-là, qui est capable de descendre à 30 000 pieds. C'est quoi le processus pour arriver à ça? Puis peut-être m'expliquer un petit peu, là. J'imagine qu'à chaque année, vous faites une nouvelle fusée, ou je me trompe? Oui, on en fait même 2. Les 2 dernières années, on a commencé à faire 2 fusées par année. Okay. Donc, je peux parler un peu de les étapes, comment on fonctionne. D'habitude, au début de l'année, on regroupe tous les nouveaux membres, tous les anciens membres, puis on fait souvent comme un sondage où on pose des questions de comme c'est quoi qu'on veut faire cette année, c'est quoi les projets qu'on veut prendre en main. Après ça, on va tomber dans comme la phase de conception, de comme vraiment sortir les idées, de passer à travers, c'est quoi les options pour se rendre à cette solution-là. Cette année, on s'est dit qu'on voulait lancer le moteur le plus puissant, puis on voulait se rendre à 30 000 pieds.
Fait que là, tu sais, il y a quand même beaucoup de chemin qu'on peut faire pour se rendre à ça. Fait que là, on a dit, OK, mais on va sortir plein de solutions. Puis après ça, il y a la phase où on trie les idées, puis on commence à prendre les choix de comme, OK, c'est ce chemin-là qu'on va prendre pour cette fusée-là. Après ça, ça va jusqu'à environ l'hiver, la session d'hiver. Après ça, on commence fabrication, mettre en plan, comme Joey, il ferait tous les dessins pour les pièces qui vont être usinées, finaliser le cadre, s'assurer que tous les fitments sont bien, les pièces. Puis après ça, on tombe dans la fabrication. Ça dure quand même un 3-4 mois, je dirais même un peu plus. Puis après ça, on tombe dans comme finaliser la fusée, commander les dernières, la quincaillerie, les petites pièces qui manquent, puis se préparer pour la compétition. Je pense que c'est pas mal ça, de A à Z, d'avoir une fusée. C'est, mettons, environ 9 à 10 mois avoir une idée puis sortir une fusée qu'on peut lancer. OK, wow. Puis ça ressemble à quoi d'année après année, dans toutes les industries, autant en logiciel qu'en ingénierie, qu'en nourriture, j'imagine, on passe par des cycles d'itération. Comment ça se passe, vous, d'une année à une autre? Comment qu'on arrive? Est-ce que vous itérez d'une fusée à une autre ou vous recommencez quand même avec des bases, j'imagine, là? Mais c'est quoi un peu ce cycle d'itération-là? Est-ce que vous repartez vraiment de la base l'année d'avant, puis on itère, ou dépendamment de l'objectif que vous mettez en début d'année, vous partez sur un autre chemin? Ben, ça dépend. Ça dépend probablement, comme Mathieu l'a dit tantôt, de l'objectif qu'on veut atteindre. Ouais. Comme je peux prendre par exemple, là, cette année, mettons, là, c'était une nouvelle fusée de A à Z, nouveau développement. On a tout refait de A à Z, les moules de composite. C'est tout neuf. Toutes les pièces machinées, c'est tout neuf aussi. Là, par exemple, je prends l'exemple l'année passée, on a fait Arlook 3, qui est une itération de Arlook 1, qui était la fusée qu'on a lancée en 2019. Okay. C'est vraiment, nous autres, on avait l'objectif de faire 30 000 pieds avec une fusée de 6 pouces de diamètre dans le temps. Puis là, avec la COVID, Arlook 2, on avait commencé, moi et Mathieu, on avait commencé à développer Arlook 2, mais avec la COVID, tout ça, fait que le projet est juste tombé à l'eau. Fait que Arlook 3, c'est l'Arlook 2 qu'on a fini, dans le fond, qu'on a appelé Arlook 3. Des fois, on veut optimiser les fusées, dépendamment de l'objectif qu'on veut faire. Là, on partait sur de quoi de nouveau complètement. On a aussi un grand héritage dans le club. En fait, il y a des choses qui sont développées dans le club depuis plusieurs années. Là. Par exemple, la façon dont on fabrique nos ailettes, on est les seuls à faire ça. Nos ailettes sont cuites en un seul morceau avec le tube, ce qui fait qu'ils sont incassables. On fait sauter des gens dessus. À l'inspection de la fusée cette année, on a fait monter les jeux sur les ailettes. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est spécial. Toutes les connaissances sur les shock cords qu'on utilise, la méthode d'éjection, on est les seuls aussi à utiliser des airbag inflators qui sont comme la capsule qui sont dans les voitures pour faire popper les airbags. C'est une capsule d'argon. On est les seuls à utiliser ça pour faire séparer notre fusée. Donc, c'est toutes des technologies qui ont été développées avant même qu'on rentre dans le club, mais qu'on continue avec l'héritage, c'est ça, à utiliser puis à pousser plus loin. Donc, c'est ça. Année à année, la fusée, elle peut changer ou on peut développer certaines choses, mais on garde une certaine base, comme mettons l'avionique. C'est de quoi qu'on essaie de continuer. C'est dépendant de la fusée. C'est sûr que les modules risquent de changer. Les choses qu'on veut faire, mettons l'éjection de la fusée ou le nombre d'éjections, les trucs comme ça. Ouais. La base du système reste la même. Comme ça, on peut développer puis faire des avancements plus technologiques au lieu de recommencer de zéro chaque année. OK, je comprends. Non, c'est une question qui me chicotait un peu parce que je me demandais vraiment le processus. Puis est-ce que chaque année aussi, comme vous dites, c'est pas toujours les mêmes objectifs? Puis ça va dépendre des compétitions dans quelle classe vous voulez participer, probablement, que vous choisissez, OK, là, c'est le 30 000 pieds, on veut dépasser ça. Oui, c'est ça. Souvent, c'est comme là, c'est la classe de compétition, mais là, on a une nouvelle compétition depuis l'année passée qui est Launch Canada. Puis celle-là, on a plus de liberté, je dirais. Avec Spaceport America Cup, on est limité les catégories, c'est 10 000 ou 30 000. Là, avec Launch Canada, on a accès, dans le fond, c'est nous qui donnent c'est quoi qu'on aimerait faire. Puis là, on vise ça. Fait que, ça nous permet, comme cette année, on vise battre le record canadien, puis on vise environ 50 000 pieds. Fait que, c'est de quoi qu'à l'autre compétition, on n'avait pas accès parce que c'est pas une catégorie qui existe.
Mais là, avec cette compétition-là, on peut dire, mais là, on vise ça. Fait qu'on peut faire des activités un peu plus larges ou, tu sais, avec des trucs plus intéressants. Donc, comme Joey l'a mentionné, on a juste un peu plus de liberté. OK, je comprends. Fait que là, 50 000 pieds que tu dis? Oui. Puis là, ça serait un record. Est-ce que 30 000, c'est un record de Rockets du club, j'imagine? Ou... Ça serait un record du club, mais ça serait aussi le record canadien pour les moteurs solides. Donc, c'est la plus haute altitude qui a été obtenue avec un moteur solide commercial. Wow. Fait que vous avez des grandes ambitions, puis c'est vraiment le fun. Puis ça, c'est là que ça rend aussi d'être inspirant, c'est de se repousser, dépasser les limites le plus possible à chaque année. Ça ne doit pas être, j'imagine, d'avoir des beaux défis qui arrivent dans un processus de 8 à 10 mois là, que tu mentionnais, Mathieu, au niveau d'un début de session, début d'année, puis se rendre aux compétitions, puis faire voler, lancer le tout en marche. Au niveau, là, on est très toujours, c'est un podcast sur le supply chain, on est toujours curieux au niveau de l'approvisionnement. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez des partenaires qui reviennent à chaque année? Est-ce que vous allez de votre côté avec l'ETS, vous avez accès à un magasin, par exemple? C'est quoi un peu les différents moyens que vous avez de vous approvisionner? Puis ça ressemble à quoi les installations que vous avez en place? Question à 2 volets. Installation, je veux dire, on parlait de pièces usinées. Est-ce que vous faites l'usinage vous-même avec une CNC que vous avez accès? Ça ressemble à quoi un peu ce volet-là de votre côté? Oui. Pour répondre à ta question, Kevin, à l'ETS, on est vraiment choyé. On a accès à un des plus gros laboratoires étudiants au Canada, le pavillon D dans lequel on se trouve en ce moment. L'ETS a fait construire ça en 2019. Ça a fini en 2019, ça l'a ouvert. Donc, on a accès à une machine CNC, on a accès à des tours. Là, il y a un tour numérique qui vient de rentrer. On vient d'avoir ça. On a une imprimante de polymère, une grosse imprimante 3D avec un robot 6 axes. Après ça, des plieuses, des découpeuses. On a vraiment accès à tout un inventaire. Un four à composite aussi. Sablage, peinture. Ouais, local de sablage, peinture. On a vraiment accès à des installations de première classe. Fait que nous autres, ce qu'on fait dans le club, je dirais qu'au niveau de l'approvisionnement, je dirais 50-50, 50 qu'on fait à peu près nous autres mêmes, 50% que c'est fait à l'externe, notamment tout ce qui est pliage de métal en feuille. Tout ça, on n'a pas le choix de passer par l'extérieur parce que nos pièces qu'on fait sont trop grosses pour les installations qu'on a. Trop grosses ou trop complexes. D'appartement, c'est assez limité, c'est pas mal manuel. Fait que quand on veut aller vers du numérique, on s'en va à l'externe. Fait que on utilise les services de Axia, évidemment, pour s'approvisionner dans ce cas-là. On développe aussi des partenariats avec des partenaires qu'on fait avec Axia. Notamment, j'aimerais saluer David de Lotus Design, qui nous aide beaucoup à chaque année pour nous machiner des pièces. L'usinage, on essaie de le faire le plus possible à l'interne, mais des fois, on a des pièces qu'il faut faire en 5 axes. Fait que dans ce temps-là, on se tourne vers d'autres partenaires. OK. Je suis curieux. Vas-y, Mathieu, excuse. Un peu comme Joey a mentionné aussi. Comme tu as mentionné aussi, on est des étudiants. Fait que des fois, le temps est limité aussi. Fait que des fois, c'est plus facile. Certaines pièces qui sont vraiment complexes, qui risquent de nous prendre vraiment longtemps vu que notre temps est limité. Des fois, ça fait juste plus de sens de l'envoyer à l'externe. Donc, c'est là qu'on utilisera une compagnie externe. C'est un autre contexte aussi. Puis, tu peux parler un peu de l'approvisionnement des pièces. Si tu voulais, mettons notre quincaillerie. Oui, ça on s'approvisionne quand même indépendamment. Là. En plus, le Club Rockets de gérer tout le projet, on gère aussi notre budget à 100%. Donc, l'école nous donne quand même un bon montant d'argent chaque année, mais avec les commandites, on va aller chercher encore plus puisqu'on a besoin. Puis, tout ce qui est niveau quincaillerie ou brut, on essaie de prendre des entreprises locales le plus possible là, pour encourager l'économie locale. C'est vraiment moins compliqué de juste aller au coin de la rue, c'est chez Acier La Chine, aller chercher le brut au lieu de le commander sur McMaster qui pèse 80 livres et qui arrive au quai de chargement. Fait que on s'organise vraiment le mieux qu'on peut. On a des contacts, il y en a qui disent « Ah, mon cégep, il pourrait peut-être nous aider à fabriquer telle pièce. » Fait que on a quand même des bonnes relations avec nos partenaires. On a des partenaires qu'on a depuis vraiment longtemps. Puis on en a d'autres, des nouveaux. Donc, à chaque année, c'est comme un petit peu une rotation. Mais on essaie vraiment de garder une bonne relation avec eux pour les garder le plus longtemps possible parce que c'est vraiment eux qui nous font vivre et
qui font qu'on est capable de performer aussi bien. Tu sais. On a besoin de moyens pour pouvoir faire une belle fusée puis efficace. Donc, on a besoin, c'est ça, des compagnies, d'investir dans la jeunesse comme nous pour pouvoir bien performer. Oui, je comprends. Puis ça ressemble à quoi un peu Est-ce que le club, j'imagine, doit être super bien reçu par toutes les entreprises que vous allez vous approcher? Est-ce que ça se passe quand même bien de trouver des partenaires puis aussi vous approvisionner? Parce qu'on le sait des fois, quand c'est des petits volumes, c'est pas tout le monde qui va le faire ou qui est prêt, qui a le temps, il va prioriser peut-être des plus gros clients. Réussissez-vous quand même? J'imagine que oui, parce que vous avez lancé une fusée là, récemment, mais comment ça se passe, ce processus-là? Oui, vraiment. Ça va bien. Tu peux. Ben, je pense souvent, quand on approche les compagnies, ils trouvent, d'habitude, ils sont vraiment intéressés par ce qu'on fait. C'est rare qu'ils se font contacter par genre, un club qui fait des fusées. Fait que, d'habitude, ils sont juste curieux, ils veulent apprendre un peu plus. Je dirais, pour certaines pièces, on a un réseau là maintenant. Reprendre au début, c'était plus difficile d'avoir, comme tu as dit, des petites quantités. Les compagnies, des fois, sont pas certains. Mais là, on s'est bâti un réseau de, comme Joey a mentionné, Loaded Design, d'autres compagnies qu'on a trouvées, notamment à travers Axia, qui nous ont aidés à juste bâtir un réseau où on pourrait envoyer nos designs. Puis eux sont toujours prêts à faire les pièces pour nous autres, puis ils sont vraiment contents d'offrir ce service-là. Puis on n'a pas vraiment eu de problème à ce niveau-là. Fait qu'on est vraiment contents. OK. Au contraire, à chaque fois que j'envoie des appels d'offres, je suis assez surpris. Des fois, on envoie des pièces assez complexes, mais on dirait qu'il n'y a rien d'assez complexe pour les fournisseurs. On envoie quand même des pièces d'aérospatiales. On se fait, des fois, c'est un peu tête, les tolérances, tout ça, mais pour vrai, les gens, ils nous apprécient beaucoup. Puis surtout, on est avec l'ETS, et puis l'ETS a des bonnes relations avec l'industrie en général. On est super bien reçus, là, honnêtement. On n'a pas vraiment de difficulté à se trouver des fournisseurs. On a fait usiner là, notre moule de Nosecone. En fait, cette année, c'est le premier Nosecone qu'on a fait nous-mêmes. Avant, on l'achetait toujours parce que ça coûtait, je sais pas, 150 $ puis il était déjà tout fait. Fait que pour le trouble, on l'achetait toujours. Mais là, vu qu'on avait un diamètre non conventionnel, on devait le faire nous-mêmes. Puis, on avait une grosse pièce là, en aluminium. Elle pesait comme 80 livres. Un gros moule. J'ai été vraiment surprise de voir, genre, waouh, tu sais, il est vraiment beau, il est vraiment bien fait. Puis, genre, c'est quand même, le complexe, c'est pas des formes vraiment complexes, mais c'est énorme, là. Puis, en tout cas, j'ai été impressionnée de voir que c'est ça, les fournisseurs, il n'y a jamais rien dans leur épreuve. Puis, les fournisseurs sont super proches de nous, on ne les connaît pas. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça qu'Axia, on aime beaucoup parce que ça nous permet de faire des contacts avec les gens qui sont proches de nous, des compagnies qu'on ne connaît pas. Puis, ça nous permet de répondre à notre demande parce que tout seul, on aurait vraiment plus de misère à envoyer nos dessins pour les faire fabriquer. Je comprends. Puis, tu sais, il y a un point aussi que à travers le Québec, surtout en aérospatial, aéronautique, l'expertise était vraiment impressionnante, là, de classe mondiale et solide. Là. Donc, je ne suis pas étonné de savoir que les fournisseurs y arrivent. Un problème, c'est une opportunité. Là, fait qu'ils vont trouver un moyen de faire fonctionner. Puis aussi, on voit beaucoup de collaboration entre les entreprises, ce qui est vraiment le fun. Donc, ça permet d'avoir. C'est pas tout le monde qui offre l'amplitude des services, c'est très rare. Souvent, ils ont des niches puis ils ont de l'expertise. Mais ils se connaissent entre eux puis ils se partagent du travail. Fait que je suis content que ça puisse être. Ça va bien de l'autre côté à ce niveau-là. Par rapport on a parlé un peu on a nommé le chiffre plusieurs fois 30 000 pieds. Peut-être, j'aimerais ça faire un petit retour là, sur votre expérience au Nouveau-Mexique, si je ne me trompe pas de la localisation là, pour la Spaceport America Cup. Donc, peut-être me faire un petit topo. Évidemment, on sait que ça a bien été, mais c'était quoi l'expérience? Combien de jours vous avez passé là-bas? Puis, comment c'était, je pense, des nuits qui n'étaient pas longues, comme tu mentionné. Fait que peut-être avoir un petit story time là-bas. Je peux commencer. Cette année, c'était ma deuxième année. Fait que je savais déjà un peu à quoi m'attendre, mais je pense que c'est toujours choquant quand tu arrives. Tu t'attends toute l'année à arriver là-bas, mais je pense que la première journée que tu arrives, c'est toujours impressionnant de voir presque une centaine de fusées dans une chambre. D'habitude, on est tout seul dans notre petit garage avec notre fusée. Puis là, tu arrives là-bas, puis tu as comme une centaine de fusées, puis tu parles à du monde. Presque 1000 personnes qui sont aussi passionnées de fusées. Fait que c'est toujours cool de genre partager, puis eux, souvent, ils viennent nous voir, puis sont impressionnés par ce qu'on fait. Puis tu vois des trucs, tu es comme, ça pourrait nous inspirer. Je pense que c'est juste cool d'avoir ce réseautage avec d'autres mondes. Puis là,
évidemment, les nuits sont un peu courtes jusqu'au lancement. Souvent, c'est du raffinage, des petits trucs qui restent à finir juste avant le lancement ou des petits bugs qu'on trouve. Mais cette année, j'étais content. C'était moins pire que l'année passée. Moins de nuits blanches. Donc, je pense que c'était un record. J'ai dormi 10 heures dans 3 jours. Fait que c'était presque un record cette année. Mais non, c'est ça. Puis écoute, les lancements, c'est impressionnant. C'est 3 journées de lancement de fusée intensif. Chaque 5 minutes ou presque, c'est une fusée qui lance. Fait que c'est toujours cool. Puis là, quand tu vois la tienne, c'est sûr que ça touche au cœur. Puis c'est assez cool d'avoir un beau vol. C'est une expérience comme rien d'autre. C'est dur de la décrire sans être là. Puis, mais c'est ça, c'est une expérience complètement unique, là, mais juste pour se rendre à la compétition, ça nous prend 3 jours en voiture. En fait, on roule 36 heures avec 3 véhicules différents pour se rendre jusqu'à là-bas. Mais ne vous inquiétez pas, on fait des arrêts. On dort dans des hôtels à chaque nuit, on se repose, on n'est pas dangereux sur la route, on fait vraiment attention, on se check entre nous aussi là, si jamais les gens sont fatigués. Puis quand on arrive là-bas, c'est ça, c'est le fun de voir dans un gymnase, il y a plus de 150 équipes qui étaient inscrites cette année, qui se sont déplacées pour la compétition. Donc, c'est vraiment impressionnant. Des gens de partout dans le monde, là, il y avait une équipe de la Corée du Sud, il y avait la Nouvelle-Zélande, vraiment partout dans le monde. Fait que c'est vraiment inspirant de les voir. C'est nice d'échanger avec eux. Puis notre lancement, c'est ça, cette année, ça a été assez particulier. On était prêts à lancer dès la première journée, comme toujours, en fait. Mais on a été arrêtés par la température. Donc ça a été quand même dur pour l'équipe parce qu'il a fallu qu'on rentre au Airbnb avec la fusée pas lancée, tu sais. Fait que c'était quand même, tout le monde était fatigué, les gens n'avaient pas beaucoup dormi la veille. Puis là, faut qu'on recommence encore demain matin, tu sais. Ouais. Fait que ça a été un gros moment où l'équipe avait besoin de se tenir entre elles, puis de prendre une minute, puis se dire, regarde, on donne un dernier coup, puis on est capable, puis ça va valoir la peine. Puis en effet, ça a valu encore plus la peine qu'on attende jusqu'au lendemain, parce que le live stream qu'il y avait, puis le moment, puis la place où on a lancé, on était vraiment à côté de notre fusée quand il y a eu le lancement. On était le plus proche qu'on pouvait être. Ça a juste été un moment magique. Le vol était parfait. On a vu la fusée redescendre au sol. On a vu le parachute ouvert et tout. Donc, c'était absolument un moment incroyable. C'est ça, quand on arrive, on se saute tout d'un bras. J'ai des frissons juste à en parler, là. C'est complètement incroyable comme sentiment. C'est fou aussi tu sais, t'es dans on est au Québec, puis on a l'hiver, tout ça. Puis là, du jour au lendemain, tu te ramasses dans le milieu du désert. Puis c'est vrai, il fait 40 degrés, puis c'est fou. Il y avait mais là, cette année, on n'a pas été chanceux. L'année passée, on a pogné de la pluie. Puis cette année, c'était des Dust Devils qui appellent, c'est des tempêtes de sable. OK. Temporaires. Puis là, fait que là, il arrêtait les lancements. Il mettait ça on hold, là, comme il disait. Après ça, le Dust Devil passait. Après ça, il était là, OK, on peut relancer. Mais c'est vraiment spécial comme climat. C'est des trucs que tu n'as jamais vus. C'est dépendant vraiment beaucoup. Puis, mais c'est ça, ça fait partie de l'expérience. Tu aussi. Tu mets ensemble 150 équipes de partout dans le monde, des passionnés, dans le désert, puis go, on lance, puis on a du fun. C'est vraiment. J'ai jamais vécu ça de ma vie, puis je pense pas la revivre un jour de quoi de similaire, là, vraiment. Puis c'est vraiment impressionnant pour eux. Je pense que ça donne toujours des bonnes histoires. Comme tu sais, même en se rendre, je pense qu'on a pogné une tornade. En arrivant aussi à une de nos hôtels, le soir, il y avait une tornade. Fait que, tu sais, il y a plein de trucs bizarres qui s'arrivent. On visite des places. On a visité Roswell, New Mexico, qui est comme vraiment connu pour tous les trucs de Alien. Ouais. Des places bizarres, des places que tu visiterais pas d'habitude. Fait que c'est toujours cool, ça fait des voyages puis des histoires, infinies d'histoires à dire quand tu reviens de compétition. Là, je pense que je pourrais en parler pour des jours. Là. C'est vraiment cool. Ah ben ça paraît que vous êtes passionné puis ça vous a marqué positivement. Puis je pense que c'est la beauté. Est-ce que je crois en tirer un peu là, pour conclure sur le chapitre de Rockets puis les lancements que vous faites? Ça semble être un endroit que tu développes des amitiés, tu développes des expériences, tu vis des expériences en fait, des souvenirs, puis aussi beaucoup de connaissances clairement techniques qui vous développent à travers ça. Fait que c'est juste du positif là, tout du début jusqu'à la fin. Si, exemple, demain matin, je suis un étudiant, je veux rejoindre le club, qui je vais voir, où j'appelle, comment je fais? Tu peux me contacter n'importe où, par courriel, Facebook, Instagram du club, peu importe. On répond, on est super actifs. Puis
Puis sinon, tu peux venir nous voir en personne aussi à l'automne, en septembre, quand la rentrée va commencer. Il va y avoir l'Odyssée des clubs, qui est un gros événement à chaque année. Là. Ça avait été arrêté depuis la COVID, mais là, ça repart cette année. Puis, fait que tous les clubs étudiants vont être présents, puis on va faire des jeux. Nous, on va lancer des Water Rockets. Fait que ça va être vraiment le fun. Si ça intéresse quelqu'un, il va pouvoir rencontrer l'équipe, voir qu'est-ce qu'on fait, puis juste avoir du fun avec tout le monde. C'est ça coûte rien. On est là, on prend tous les membres, tu sais, même si tu n'as pas d'expérience en aérospatial. Le but du club, c'est d'apprendre. Quand je rentrais, j'avais une passion pour ça, mais j'avais zéro connaissance. Puis j'ai juste, j'étais vraiment intéressé, fait que je me suis mis là-dedans. Puis je pense que c'est ça l'environnement qu'on essaie de bâtir, c'est juste un environnement d'apprentissage. Fait que tu n'as pas peur de venir poser des questions puis venir apprendre. C'est là pour ça. Super, donc vous êtes facilement rejoignable aux besoins sur tous les médias et puis sur place aussi là, dans les différents événements. J'ai une question qui est pour vous, qui est très, très axée sur l'industrie en général. Qu'est-ce qu'en ce moment qui vous excite, chacun entre vous, qu'est-ce que vous trouvez trippant peut-être par rapport à l'ingénierie aérospatiale? On voit, on suit tous, j'imagine, on suit SpaceX, on va suivre là, le net zero, là, les émissions carbone dans l'aviation, c'est le sujet de l'heure qu'on parle là, pour les 20 prochaines années. De votre côté, c'est quoi là, qui vous excite, qui vous motive à continuer dans cette industrie-là? Si je peux y aller, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les nouveaux matériaux que les compagnies d'aérospatiales commencent à utiliser. Il y a de plus en plus de fibres composites qui sont en train de se travailler, des nouveaux alliages pour faire des trains d'atterrissage, mettons, plus légers ou des pièces structurelles plus légères. Moi, c'est quoi qui m'intéresse beaucoup, d'ailleurs, cet aspect-là dans l'industrie. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que je veux continuer de travailler dans le domaine de l'aérospatial, puis continuer à faire un peu de la recherche à travers ça, puis les nouveaux procédés de fabrication. Ce qui va vraiment aussi être un game changer, là, si tu me permets l'anglicisme, c'est tout ce qui est fabrication additive. Ouais. De plus en plus d'industries se tournent vers ça. Les technologies s'en viennent de plus en plus accessibles et abordables. Tant qu'on aide la main-d'œuvre expérimentée pour pouvoir développer ces technologies-là, c'est vraiment intéressant. Les nouvelles poudres qui s'en viennent dans l'industrie, moi, c'est quoi qui me motive beaucoup, beaucoup. Fait que, puis, en tout cas, je pense que ça va être de quoi qui va s'implémenter de plus en plus dans l'industrie aérospatiale là, maintenant, là, vraiment beaucoup. Ouais. Un peu comme Joey, vu que j'aime l'aérospatial, puis il n'y a pas nécessairement des grosses compagnies de fusées à Montréal, j'ai pris plus l'aspect fabrication additive. Fait que là, mon dernier stage, c'était à une compagnie qui font de la poudre pour de la poudre de métal pour la fabrication additive. Puis là, je continue là, temps partiel. Puis c'est vraiment intéressant parce que je travaille pas directement dans cette industrie-là, mais les matériaux puis les machines qu'on fabrique sont utilisées pour faire des pièces. C'est souvent des commandes pour des compagnies d'aérospatial. Fait que c'est cool de savoir que qu'est-ce qu'on fait, c'est directement applicable. Sinon, si on parle de comme projet juste au large, je pense que c'est vraiment cool le Artemis Programme de la NASA de comme retourner à la Lune. Je pense que c'est vraiment une bonne initiative. Puis c'est quelque chose qui m'intéresse personnellement. J'ai toujours voulu être un astronaute. Fait que là, j'espère, vu qu'ils retournent à la Lune, j'aurai peut-être une chance vu qu'ils vont m'envoyer de plus en plus. Fait que c'est vraiment cool cet aspect-là. Pour ma part, moi, c'est vraiment ce qui m'inspire, c'est il y a un nouveau spaceport qui est ouvert en Nouvelle-Écosse. Donc, c'est une place de lancement pour les fusées au Canada. C'est la première qu'on a. Puis, moi, ça m'inspire beaucoup parce que je suis comme, ça nous sauve une porte. Ça nous donne une opportunité que ça s'en vient au Canada. On va pouvoir se développer comme aux États-Unis se développent dans les fusées, mais ça va être ici. J'ai hâte de voir la relève, elle va ressembler à quoi? J'ai hâte de voir les compagnies. Moi, en ce moment, je travaille dans une compagnie où ils font des test-cells de moteurs d'avion. Je suis comme, OK, mais dans 10 ans, peut-être ça va être des test-cells de moteurs de fusée qui vont se mettre à développer, tu sais. Donc, j'ai vraiment hâte de voir l'industrie va aller où. Puis, je veux vraiment faire partie du changement qui va faire tourner le Canada vers le spatial, puis élargir ça, rendre ça plus accessible à tout le monde. Ouais. Je pense avec les annonces récemment de l'Agence spatiale et du gouvernement canadien qui veulent investir plus dans l'aérospatial, de vraiment s'impliquer là-dedans. Je pense
ça arrive à un bon moment pour nous autres. On finit l'école, c'est exactement ça on veut faire. Fait que, on est prêt à se lancer là-dedans pour se rendre à ce changement-là qu'on aimerait avoir. En tout cas, vos partages sont super inspirants. Puis en effet, c'est tous des éléments. On voit que l'industrie n'arrête jamais d'avancer. Puis clairement, qu'en 2023, la vitesse d'avancement est exponentielle. C'est incroyable la quantité d'individus. Autant des petites compagnies que des plus grosses vont travailler dans les mêmes objectifs en quelque sorte. Puis ça fait que tout le monde se repousse et se repousse. Puis ça va super vite. Un petit dernier point que j'aimerais juste vous demander, parce que vous êtes 3 jeunes professionnels qui rentrent sur le marché du travail quand même très, très bientôt ou qui sont déjà dedans. On sait en ce moment, il y a beaucoup d'entreprises qui nous mentionnent et qui affirment avoir de la difficulté à trouver des ressources qualifiées, qui sont motivées. Moi, si je suis un employeur d'un matin, vous êtes les premiers sur la liste que je veux dans mon équipe, mais est-ce que vous avez peut-être des conseils pour ces entreprises-là? Comment vous trouvez des gens comme vous? J'imagine que les clubs, c'est un bon moyen, mais est-ce qu'il y a peut-être, sans passer sans trop de temps sur ce sujet-là, mais est-ce qu'il y a vous sentez que les entreprises vont assez vers vous? S'il y en a qui vont vous chercher directement, est-ce qu'ils sont présents dans les écoles? Ça ressemble à quoi le contexte que vous vivez actuellement? Bien, ça arrive qu'ils viennent nous chercher directement. Des fois, on se fait recruter pour certaines choses en particulier. Ouais. Mais moi, ce que je conseille aux entreprises, puis ce que je fais actuellement avec mon stage, c'est qu'ils vont se mettre à commencer les clubs étudiants parce qu'ils voient le potentiel que les étudiants dans les clubs ont. Puis, moi, je te dis, le bouche à oreille, c'est mieux. Moi, j'adore mon stage, j'adore ce que je fais dans cette entreprise-là. Fait que j'en parle à mes amis, j'en parle à mon club. Je suis comme, hey, si tu cherches une job en aéro, j'en connais une, blablabla. Je pense que c'est vraiment le meilleur moyen, le bouche à oreille. Prenez des stagiaires. À l'ETS, on offre des stages énormément. Donc, rentrez en contact avec l'ETS pour offrir des stages. C'est vraiment une bonne façon de vous offrir de la visibilité puis de faire un contact au moins avec un étudiant. Puis après, c'est ça, le mot se passe très vite. Je pense que le point d'offrir des stages, c'est une super bonne façon. Surtout, ça permet à l'étudiant une opportunité d'apprendre. Je pense surtout dans le club, c'est ça qu'on recherche. Fait que souvent, quand tu vas aller chercher ça dans l'entreprise ou la compagnie où tu veux travailler. Fait que je pense souvent quand les compagnies ils offrent ce niveau d'apprentissage ou un peu de créativité où tu peux t'impliquer puis apprendre puis de juste élargir tes connaissances, je pense que c'est plus attirant comme stage ou d'emploi futur. En fait. Puis, moi, j'aurais un message à ces entreprises-là à passer, c'est de nous faire confiance. Surtout les gens dans les clubs, on est des gens vraiment passionnés, puis on aime ce qu'on fait. Puis notre objectif, quand on va entrer sur le marché du travail, c'est de continuer dans cette même optique-là. Parce que tu ne peux pas arriver au travail et pas aimer ça, puis faire OK, j'ai fait 4 ans d'université, 3 ans de technique pour me ramasser à faire ça. Tu veux continuer à être motivé et à être passionné. C'est juste nous faire confiance, puis nous donner une chance de nous prouver dans l'industrie parce que vraiment, on est des gens qui sont vraiment compétents. J'estime extrêmement beaucoup mes collègues. Fait que ouais, c'est ça, juste nous donner une chance puis d'aller voir ce qu'on fait. Tous les clubs étudiants ici à l'ETS, c'est vraiment des trucs qui sont des nombres de l'industrie, vraiment. Là. Fait que, ouais, c'est ça que j'aurais à dire. Merci beaucoup pour vos partages sur ce point-là. C'est quelque chose qui est extrêmement pertinent pour beaucoup d'entreprises. Puis, il me resterait juste un dernier point qui est un peu vraiment de vous remercier tous et toutes d'avoir pris le temps aujourd'hui pour ce podcast-là. Votre expérience est vraiment intéressante. J'ai eu vraiment de plaisir à vous écouter. J'avais plein de questions. Vous m'avez super bien répondu. Je suis certain, là, puis que ceux qui vont écouter, il y a des étudiants probablement ou des futurs étudiants universitaires là, qui vont l'écouter. Puis je crois que si ce podcast-là ne vend pas le Club Rockets, je pense qu'il va falloir que vous leur montrez une fusée qui vole devant leurs yeux pour qu'ils puissent joindre parce que moi, ça me conviendrait. Est-ce que vous avez peut-être un mot à ajouter? Peut-être un petit 15-20 secondes chaque. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à partager. Oui, c'est quoi que ce soit, je laisse la parole. Je dirais juste, si vous avez d'autres questions, vous êtes curieux d'apprendre plus, on adore parler de ça. Fait que, vous pouvez nous contacter par courriel ou si vous voulez, n'importe qui écoute ça, on est super disponible à parler. Fait
n'aie pas peur de nous contacter si tu as des questions. Puis je pense que tout le monde ici serait super content de parler de ce qu'on fait. Là. Moi, je voulais juste dire merci pour l'opportunité, vraiment. On aime ça parler de ce qu'on fait, on aime ça montrer, puis on apprécie vraiment les collaborations qu'on fait. Donc, merci de nous donner une chance. Puis, merci de croire en nous, surtout. Exact. Pour faire du pouce sur ce que Rose dit, merci. Merci à toi, Kevin, de nous recevoir aujourd'hui au podcast. C'est un honneur de pouvoir partager notre passion puis de ce qu'on fait. Puis merci aussi à tous nos commanditaires et tous ceux-là qu'on a la chance de travailler avec eux au quotidien. Puis merci de croire en nous. On en a vraiment besoin dans ces moments-là. C'est super. Merci beaucoup. Merci à tous pour l'écoute. Encore une fois, si vous avez des questions pour nos invités, pour le Club Rockets, vous pouvez les trouver sur tous les médias sociaux, les contacter directement. Leurs coordonnées vont être évidemment dans les descriptions. Puis, n'hésitez pas à écouter nos prochains épisodes. Un gros merci.